comment est né Ionis 361? Ionis 361 est né fin 2015. L'idée de départ, c'était de créer une structure qui permette d'encourager l'innovation et la création d'entreprises chez les étudiants des écoles du groupe Ionis, et au-delà de faire bénéficier les créateurs de start-up de tout l'écosystème offert par le groupe. Donc il y avait beaucoup de synergies possibles, et on s'est dit qu'une structure telle qu'un incubateur, favorisant à la fois l'émergence de start-up au sein des écoles, mais aussi favorisant l'éclosion des start-up au sein du réseau Alumni, c'était quelque chose qui pouvait être très, très bénéfique pour le groupe. Quelles sont les motivations des porteurs de projets, des start-upers qui intègrent l'incubateur? On constate qu'il y a une récurrence assez forte des besoins formulés par ces porteurs de projets. Un des besoins forts, c'est l'accès à la compétence. Et là-dessus, on est quand même particulièrement bien placé, puisqu'on est au sein d'un écosystème dynamique d'école avec des porteurs de compétences clés pour les startups. Puis le grand besoin d'une startup en phase de démarrage, c'est aussi les opportunités qu'elle peut saisir à travers toutes sortes de rencontres de personnel, de professionnels qualifiés. C'est ce qu'on offre à Ionis 361 avec des étudiants et des alumni porteurs de compétences, des experts de l'entrepreneuriat, des investisseurs qui viennent à la rencontre des startups, puis des tas de prestataires qui peuvent aussi aider les startups dans leur développement. Un incubateur, c'est un système collaboratif, et on est toujours en dialogue avec les porteurs de projets qui sont autant les clients de l'incubateur que ses parties prenantes. Donc on est toujours à l'écoute de leurs besoins, et ils participent aussi à construire certaines nouveautés au sein de l'incubateur. On est attentif à Ionis 361 à un certain nombre de critères pour l'intégration dans l'incubateur. Alors quels sont ces critères qu'on regarde de manière plus vigilante? Alors déjà, quel est le projet? Est-ce que c'est un projet innovant? Est-ce que c'est un projet qui a un potentiel business, qui est scalable? Est-ce qu'il y a une vision entrepreneuriale derrière le projet? Et est-ce que l'équipe qui porte le projet est à la mesure de l'ambition qu'elle porte? C'est les principaux critères qu'on va regarder. Le business model, évidemment, est quelque chose de particulièrement important. Alors, quelles sont les étapes du processus d'admission? Première étape, on a une interface sur notre site web où il s'agit de répondre à un certain nombre de questions sur le projet et sur ses acteurs. Et puis d'envoyer également un pitch deck, c'est-à-dire une présentation du projet sous forme de slides informatives, ainsi qu'un executive summary qui permet de résumer, de synthétiser à travers un certain nombre de données les lignes directrices et les forces du projet présenté. Une fois cette première étape franchie, si votre projet est admissible, la phase suivante, c'est un pitch devant jury, le jury étant constitué de membres de l'incubateur, que ce soit des équipes ou des mentors qui accompagnent les porteurs de projets. Et à l'issue de cette dernière étape, vous saurez si votre projet est admis ou non au sein de l'incubateur. Alors nous, sur l'accompagnement, nous avons des cycles de 6 mois environ d'accompagnement, sachant que ces cycles peuvent être itérés. Donc on peut avoir droit à 6 mois supplémentaires, voire encore 6 mois ensuite à l'issue des seconds 6 mois. Donc une startup peut être incubée allant jusqu'à 18 mois. Il se trouve que souvent, effectivement, les startups renouvellent leur incubation parce qu'elles sont particulièrement satisfaites dans des services qui leur sont fournis, et on estime à environ 12 mois, on va dire, le temps passé par une start-up au sein de nos murs en moyenne.
La levée de fonds est au cœur du cycle de vie d'une start-up. Alors elle n'est pas incontournable, mais donc souvent une start-up a des besoins en financement qui sont plus importants que les revenus générés au démarrage, donc elle va avoir besoin de trouver des investisseurs pour financer cette croissance. Et là-dessus, on accompagne nos porteurs de projets à travers plusieurs dispositifs. Alors notamment, on a les mentors qui sont là pour aider la start-up à se structurer, qui ont souvent des notions assez fortes sur les sujets d'investissement. On a des VC, des réseaux de business angels avec lesquels on travaille en permanence, notamment en organisant des crash tests investisseurs. Et puis des événements de rencontres entre porteurs de projets et investisseurs. On a des acteurs aussi du financement non dilutif, qui peuvent être des banques et qui également nous accompagnent sur le suivi des porteurs de projets. Y a-t-il une success story particulière chez Yunis 361 ? J'aurais du mal à en choisir une en particulier parce qu'on a incubé quand même depuis la création de l'incubateur en 2015 quelques centaines de startups. Et parmi ces quelques centaines de startups, on a quand même pas mal de success stories. Alors il y a des startups qui se sont fait racheter. On a des startups qui ont levé des fonds de manière importante. Puis il y a des startups qui continuent leur vie, qu'on voit continuer de grandir avec des équipes qui croient, et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Donc on a plusieurs catégories, on va dire, de success story. Par exemple, on a Piplet, qui est un acteur de l'évaluation du niveau de langue, qui s'est fait racheter par ETS Global il y a peu de temps, ETS Global étant l'acteur majeur d'évaluation du niveau de langue, notamment c'est eux qui s'occupent du TOEIC. Leur spécificité à Piplet, c'est l'évaluation expérientielle du niveau de langue, c'est la mise en situation, contrairement à des exercices comme le TOEIC ou le TOEFL. Et donc c'est évidemment très intéressant pour les entreprises, puisque ça traduit un niveau de langue professionnel en situation. Donc une autre success story, c'est celle d'Alexia Cordier, qui a été lauréate d'un prix de création de start-up au féminin, qui s'appelle le GEF Startup. Elle a pitché un projet qui s'appelle 50 et dont l'idée était de partir de la théorie comportementale du nudge pour faire évoluer les entreprises et favoriser leur transformation. Donc elle a créé une application autour de ça. Au départ, c'était juste un pitch qui a évolué au cours du temps. Elle a intégré Yunis 361 grâce au concours. Derrière, on l'a accompagnée sur la création de son produit. Elle a bénéficié du réseau pour pouvoir trouver un CTO et pour pouvoir aller plus loin. Elle a réussi à décrocher un certain nombre de contrats avec des grands groupes dans l'objectif de leur transformation. Et elle a fait une levée de fonds d'1 million d'euros peu de temps après être sortie de l'incubateur. Donc là, on voit aussi une belle success story qui s'inscrit dans un contexte où la transformation des entreprises est devenue très importante et où les partenariats entre les startups et les grandes entreprises participent à une innovation globale. Voici les quelques exemples que j'ai pu donner. On en a évidemment bien d'autres et souhaitons qu'il y en ait encore beaucoup à l'avenir. Mais étant donné la qualité des projets actuellement incubés, je n'ai aucun doute sur ce sujet.